Bienvenue tout le monde, bienvenue dans notre cours de réseau informatique. Nous allons continuer avec le point ACL qui va nous aider à apprendre encore davantage sur le mécanisme qui permet de filtrer les paquets en entrant ou en sortant du routeur comme du commutateur. Donc l'ACL est utilisé pour plusieurs raisons. La première raison d'abord, c'est pour des raisons sécuritaires. Donc on veut filtrer qui est autorisé à entrer, qui est autorisé à sortir. Et deuxièmement, on peut également utiliser ça pour créer des groupes de paquets. Et selon ces groupes de paquets, on peut appliquer la QoS. Par exemple, quand vous allez chez un opérateur, l'opérateur utilise les ACL aussi pour créer les différents abonnés. Ceux qui payent par exemple un abonnement de 2 MB par seconde, ceux qui payent un abonnement de 10 MB, ceux qui payent un abonnement par exemple de 100 MB par seconde, ils ne seront pas traités de la même manière. Donc, comment d'abord, avant de traiter les gens, il faut d'abord les localiser. Ça veut dire les détecter. Une fois qu'on détecte, on peut appliquer ce qu'on appelle une policy, c'est-à-dire une politique derrière, pour limiter la bande passante ou bien autoriser un certain nombre de flux. Donc les ACL, c'est pour ces deux raisons-là qu'on peut se focaliser pour l'instant. Pour nous, c'est la première raison, c'est la sécurité. Donc quel paquet autorisé, d'accord, on va accepter, et quel paquet on va refuser, ça veut dire on va deny. Comme je le disais tout à l'heure, l'ACL est si large. Nous allons parcourir quelques détails sur, par exemple, comment créer des ACL étendus, ACL standard, ACL nommé et comment on les configure. Peut-être je ne vais pas passer du temps sur la configuration comme c'était le cas pour le VLAN, mais au moins vous pouvez vous-même appliquer cela en utilisant Packet Tracer. Donc, l'ACL en anglais, c'est Access Control List. Si on traduit ça littéralement en français, ce sont des listes de contrôle d'accès. Quand vous arrivez dans une entreprise, à l'entrée, il y a quelqu'un qui vérifie vos identités pour vous donner l'autorisation d'y accéder. D'accord? Selon votre identité, il peut vous dire si vous avez un rendez-vous, vous pouvez monter, sinon vous ne montez pas. Ou bien vous pouvez monter, mais vous vous arrêtez au rez-de-chaussée, là où il y a les services d'accueil pour tout le monde, mais vous ne pouvez pas aller dans les étages supérieurs si vous n'êtes pas autorisé. C'est pour cela qu'il y a le système souvent de badge. Donc on filtre le paquet comme on filtre les personnes. D'accord? Le filtrage consiste à faire deux choses. C'est du binaire, oui ou non. Ça veut dire autoriser ou interdire. En entrée comme dans la sortie. D'accord? Le trafic entrant, c'est-à-dire le trafic qui vient de l'extérieur, qui vient vers vous. Vous pouvez bloquer cela ou autoriser à entrer. Le trafic sortant, c'est le trafic aussi qui vient de votre réseau local et qui va à l'extérieur. D'accord? Qui va vers un autre sous-réseau, qui va sur Internet. Vous pouvez aussi dire, voilà, tel trafic qui est un trafic sensible, on ne va pas autoriser la sortie de ces informations. Donc, vous pouvez bloquer. Donc, les INACL au maximum est défini par soit par protocole ou bien par interface ou par direction. Lorsqu'un paquet arrive dans un routeur ou commutateur, la première des choses, on regarde parmi les règles qui ont été définies de l'ACL, est-ce qu'il y a une règle qui correspond ou pas. S'il n'y a aucune règle qui correspond, on va parcourir d'autres règles et vérifier. S'il n'y a pas de règles qui correspondent, le paquet sera détruit. OK? S'il y a une règle qui correspond, parce que par défaut, c'est le deny, refus. S'il y a une règle qui correspond, est-ce que c'est la règle, cette règle-là autorise ou refuse? Si c'est une règle qui autorise, le paquet sera mis dans la file d'attente de transmission. Si c'est une règle qui refuse, le paquet sera détruit. Donc, si je ne corresponds pas à la première règle, mais je corresponds à une autre règle, je pourrais revenir et être autorisé pour la transmission. D'accord? Donc, c'est un peu ça le schéma de l'ACL. Si vous comprenez ce schéma, vous avez tout compris. Donc, on met des règles. On dit par exemple, c'est une salle où les enfants de moins de 10 ans ne peuvent pas entrer parce qu'il y a des couteaux, c'est dans la cuisine. Et après, si j'entre, j'ai plus de 10 ans, on dit, bon, il y a le feu. Moins de 15 ans ne peuvent pas toucher au feu. D'accord? On peut mettre des barrières ainsi de suite pour éliminer les personnes. Ceux qui remplissent toutes les conditions, ils vont recevoir l'autorisation de transmettre.
Donc, lorsqu'on fait l'ACL, on peut baser cela sur les adresses sources, destination. Donc, je peux interdire les paquets provenant d'un réseau. Il faut que je connaisse l'adresse, le réseau de ces paquets-là. Je peux aussi limiter selon les adresses des destinations. Donc, tout paquet qui sera envoyé au réseau de Vodacom sera détruit. D'accord? On peut aussi baser sur le protocole. Tout paquet TCP sera détruit. Tout paquet IDP sera détruit. Ou tout paquet TCP dont le port sera le port 80, par exemple le web, les HTTP, ou bien les DNS, on va détruire les DNS, ou bien les ICMP, le paquet ping seront détruits. Donc, vous pouvez mettre des règles pour empêcher un certain nombre de flux ou autorisés. Donc, les ACL auront des numéros. Comme on avait fait pour le VLAN, il y aura un numéro pour identifier l'ACL. Donc, le numéro peut nous donner une information si c'est l'ACL standard ou étendu. Donc, il y a une rangée qu'on ne peut pas utiliser. Et il y a des valeurs, par exemple, de 1 jusqu'à 99, par exemple, c'est de l'ACL étendu. Mais au-delà des 100, c'est plutôt standard. Au-delà des 100, c'est étendu. Si je ne veux pas utiliser le numéro, je ne vais pas dire, ah, mon ACL numéro 4, numéro 5. Je peux utiliser des noms. C'est pour ça qu'on appelle ça des ACL nommés. D'accord? Nommé, ça veut dire au lieu des numéros, on utilise des noms. Et pour les cas, ça peut être standard ou étendu. Le standard ne s'occupe que des adresses sources et destinations. D'accord? Lorsque mon ACL sera là pour bloquer juste des paquets provenant de tel réseau ou autorisant les paquets venant de tel réseau ou allant vers tel réseau, donc là, je me base que sur l'adresse IP source ou destination. Là, c'est l'ACL standard. Mais si je veux au-delà des adresses IP, je regarde le protocole d'application, le numéro de port. Là, je ne base plus sur les adresses sources, mais sur les détails d'information. Là, c'est l'ACL étendu. D'accord? Donc, quel ACL choisir, tout dépend de qu'est-ce que vous recherchez. Maintenant, on peut identifier par un nom, comme on peut l'identifier par un numéro. Donc, l'avantage, ça nous fournit une base de sécurité réseau. Donc, ça peut être déjà une de couche réseau pour filtrer les informations. Donc, dans la configuration de la sécurité, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Et côté réseau, l'ACL déjà participe. Et c'est l'ACL qui est au cœur du parfait, ce qu'on appelle le parfait, oui, le firewall. Seulement, l'inconvénient est que l'ACL consomme plus de CPU, les temps de calcul, ce qui augmente la latence. Donc, quand il y a l'ACL, le paquet va traîner un peu pour être filtré. Donc, il y aura un temps additionnel. Ça peut perturber sur la performance du réseau. Donc, pour la configuration de l'ACL, c'est simple. Premièrement, il faut créer d'abord l'ACL. Donc, quand on crée une ACL, l'ACL peut avoir plusieurs règles, comme peut avoir une seule règle. D'accord? J'ai plusieurs règles et chaque règle sera saisie l'une après l'autre. Et une fois que nous avons fini de créer notre ACL, nous devons maintenant appliquer l'ACL sur une interface. Donc, sur cette interface, pardon, nous devons également préciser est-ce que c'est pour le trafic entrant ou pour le trafic sortant. D'accord? Si c'est pour les trafics entrants, voilà ce que vous allez écrire. Si c'est pour les trafics sortants. Comme ça, lorsque ça entre dans le port face Ethernet 00, on a dit c'est pour les trafics entrants, l'ACL sera appliqué. Mais si quelque chose sort par les trafics face Ethernet 00, s'il n'y avait pas une précision pour le trafic sortant, aucune vérification ne sera effectuée. Donc, vous devez insister sur la direction d'application pour que le commutateur ou le routeur sache quoi faire lorsqu'il reçoit un paquet. Donc, la première des choses quand vous allez faire, et il faut remarquer que l'application se passe de la première ligne à la dernière ligne. D'accord? Donc, si j'ai fait entrer 20 lignes, la première ligne que j'avais fait entrer, la première commande de celle que j'avais fait entrer, c'est la première qui sera vérifiée, suivie de la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Et par défaut, c'est refuser tout. Donc, si un paquet ne correspond à aucune des règles, donc par défaut, le paquet sera détruit. Parce que la dernière ligne qui n'est pas mentionnée, c'est deny all, c'est refuser tout. OK? Donc l'ACL appliqué, maintenant configuré. Donc on configure sur une machine et ça, on applique sur une interface.
La précaution à prendre lors de la création, on doit procéder de plus restrictif au plus générique. Donc, commencer d'abord à réduire le maximum qu'on ne veut pas et par après, commencer à autoriser. Et il ne faut pas autoriser tout pour réduire. Après, là, vous faites l'inverse, les paquets vont passer. Donc, l'ACL IP qui interdit un paquet envoie par exemple les ISMP unreachable. Donc, un paquet qui ne peut pas être reçu par le destinateur. Le destinateur va renvoyer un message comme quoi le paquet, la machine est inaccessible. Le routeur qui est connecté directement à ces machines. Pour les trafics sortants, n'affecte pas les trafics provenant du routeur local. D'accord? Le routeur local, ces informations, il ne faut pas appliquer. Maintenant, lorsqu'on applique l'ACL, on utilise l'adresse inversée du masque de sous-réseau qu'on appelle wildcard mask. Donc, c'est un masque générique qui va nous aider à identifier les machines qui sont autorisées à envoyer ou à ne pas envoyer des données. D'accord? C'est l'utilité, la comparaison entre la machine, l'adresse masque permet, le masque des sous-réseaux permet d'identifier les réseaux IP et les machines, mais le masque générique permet d'identifier le nombre de machines qui sont autorisées à recevoir ou à ne pas recevoir de l'information. Donc, lorsque vous avez 32 bits par exemple, 0 doit correspondre et 1 peut varier. D'accord? Donc, lorsque nous avons par exemple le masque des sous-réseaux 111111000, l'équivalent c'est quoi? C'est ça en masque générique. Donc là où il y avait 1, on met les 0. Là où il y avait les 0, on met 1. Ça veut dire que la partie 00 ici, ça doit vraiment correspondre avec l'adresse IP qui est mentionnée dans l'ICL. Si ça ne correspond pas, le paquet en question va subir la rigueur qui est configurée. Donc, au lieu d'écrire IP 000, le masque pour une seule machine, on peut juste écrire host, entre parenthèses, l'adresse IP. D'accord? Quand c'est une seule machine, on n'a pas besoin de préciser le masque 000. On peut juste mettre host, l'adresse IP. Et quand ce sont toutes les adresses, on n'est pas obligé d'écrire IP toutes les adresses. On dit juste any. Ça veut dire n'importe quelle adresse. Donc le mot-clé any veut dire n'importe quelle adresse. Donc retenez ces deux mots-clés, host, l'adresse IP pour dire une machine, et any pour dire n'importe quelle adresse. D'accord? Donc on peut permettre à un sous-réseau de communiquer ou on peut interdire également. Donc les ACL standards filtrent sur les adresses sources. Il faut retenir ça. Filtre sur l'adresse source. Donc comment on crée l'ACL standard? La commande c'est access list sur votre commutateur ou routeur, le numéro que vous avez attribué, l'autorisation ou le refus, permit ou bien deny, et l'adresse réseau en question. D'accord? Si vous avez un commentaire pour ces numéros-là de l'access list, vous mettez également les commentaires. Donc ici, par exemple, access list 1, je mets un commentaire test d'ACL et l'access list 1, le numéro 1 à 99, je dis que c'est standard. Ici, on autorise la machine 10001, c'est-à-dire si un paquet arrive avec cette adresse, sera autorisé. On refuse toutes les autres machines et on donne le masque générique. Donc, toutes les autres machines qui ont l'adresse qui commence par 10.0 seront refusées. Mais si une machine vient avec 10.1, il va être autorisé parce qu'il y a une règle qui vient après, c'est permit any, c'est d'autoriser tout. D'accord? Donc, si mon adresse commence par 10.0, vu le masque générique, ça va être refusé si ce n'est pas 0.1. Mais si c'est 1.2, 3, ça va être refusé. Mais si c'est 10.2 ou 182, 168, ces machines-là seront autorisées. D'accord? Donc, réalisez cette partie calmement. Donc, il y a la règle qui est permis, deny et permit. Mais évitez de faire souvent les permit any, ce n'est pas bon. Donc les standards, l'ordre d'instruction, c'est l'ordre de commande. Au fur et à mesure qu'on ajoute, on commence du dernier jusqu'au premier, plutôt du premier entrée jusqu'au dernier. Mais le problème, on ne peut pas modifier ce qui a été déjà saisi, à moins de supprimer l'ACL. Donc pour faire une modification, vous copiez tout ce qui a été fait avant et vous supprimez l'ACL du routeur et vous recommencez à 0, tapez un autre numéro.
L'ACL étendue, on va au-delà de l'adresse source. On peut même filtrer selon le type de trafic. On peut filtrer aussi tout ce qui a été standard. On peut le répéter. Mais ici, on va plus loin parce qu'on peut regarder l'adresse source. On peut regarder l'adresse destination. On peut regarder le protocole. Comme on peut regarder également le numéro de port. Donc, on peut filtrer ces différentes valeurs. L'adresse source, l'adresse destination, le protocole, le numéro de port. Donc là, c'est l'étendue. Si vous regardez bien, vous avez Access List, le numéro, Permit Deny. Donc, un numéro, on autorise ou comme on refuse. Le protocole, d'accord? Par exemple, le TCP ou le IDP. Par exemple, si j'utilise le Telnet, je dois dire, ah, mon Telnet, c'est avec quel protocole? Par exemple, c'est du TCP et c'est quel numéro de port? D'accord? Vous devez connaître, si j'utilise le SMTP, je vais bloquer le trafic mail, par exemple, des messageries. Le SMTP, c'est quel protocole qui est derrière? Est-ce que c'est l'UDP, le TCP, le numéro de port? Est-ce que c'est 53? Est-ce que c'est 25? Donc, vous devez connaître les différents numéros. Le DNS, pareil. Donc, Access List. Donc, ça, c'est le plus étendu. L'avantage ici, c'est que à partir des protocoles, on a la partie source et le masque, l'opérateur et l'opérande, préfixe encore pour la destination. D'accord? Et on peut ajouter d'autres informations. Donc, on donne un exemple. Par exemple, le protocole s'appelle IP, TCP, IDP, le numéro de port 0 à 255. Donc, par exemple, ICP, on peut interdire des paquets type ICP ou des paquets TCP si on a la connexion TCP ou pas. Un exemple, voilà le numéro par exemple ici, on a le numéro au-delà des 100, ça veut dire c'est étendu. Donc Access List 101, on donne par exemple un commentaire. Le commentaire commence par le mot-clé remake, donc c'est le commentaire. Mais ici par exemple le 101 permet, on autorise l'adresse IP source 10001, la destination any. Dans l'étendue, quand vous avez la source, vous devez avoir la destination. Vous remplacez la destination par any, ça veut dire le paquet envoie le paquet, plutôt la machine envoie les paquets à n'importe quelle machine. Ici, tous les paquets provenant de 10.0 vers n'importe quel réseau sera refusé. Permit, on autorise tous les paquets allant de n'importe quelle machine à n'importe quelle autre machine, mais pour le type HTTP. Donc, quand je fais une recherche sur Internet, sur les browsers, les navigateurs, ça va passer. D'accord? Le port 53, donc on autorise la communication de 10, la messagerie, en utilisant le port 53, ça passe. Donc, tous les trafics dont le port de destination sera compris entre 6800 et 6999, tous ces trafics-là sera détruit. Permit IPNINI, dans le cas contraire, tout est accepté. D'accord? Donc, vous voyez un peu, on crée. Donc, vous avez le choix entre permit ou deny. Permit ou deny. D'accord? Dans le TD, vous allez avoir plus de détails. Donc, l'ACL étant dit comme l'ACL standard, l'ordre est très important. Donc, les instructions que vous ajoutez sont ajoutées à la fin de la liste. Impossible de supprimer l'ACL à moins de copier tout ce que vous avez saisi, supprimer l'ACL du routeur, coller cela et remplacer ce qui n'est pas bon par un autre. Donc, l'ACL nommé par rapport au standard est étendu. Ici, au lieu d'utiliser le numéro, comme on disait, Access List, qui est le mot-clé, le numéro, on va utiliser le nom. D'accord? Donc, vous commencez par donner le nom, juste l'Access List, standard, le nom, ou extended, le nom. D'accord? Et le reste, on ne tape plus le mot qui Access List quelque chose. On commence directement avec Permit ou Deny. Donc, c'est pour le cas des standards comme pour le cas de d'étendu. Par exemple, ici, IP Access List standard, ça veut dire l'ACL standard. Je donne un nom. Et ici, je fais un commentaire et je fais un deny, je fais un permit. Pareil ici, IP Access List étendu, extended, je donne un nom et je fais le deny, je fais le permit. Donc, on peut mettre en place l'ACL facilement sur un routeur ou un switch. Deux étapes comme on avait fait pour le cas de VLAN. Le cas de VLAN, vous avez créé d'abord le VLAN, puis vous l'avez appliqué sur une interface. Ici aussi, c'est pareil.
vous créez l'ACL avec plusieurs entrées qui sont des différentes règles. Et deuxièmement, il faut préciser sur quelle interface cet ACL sera appliqué. D'accord? Et si vous choisissez l'interface, c'est dans quelle direction? Entrant ou sortant? Inbound ou outbound? Entrant, c'est inbound. Sortant, c'est outbound. D'accord? Donc, après avoir créé, comment on applique sur une interface en utilisant la commande IP Access Group. Donc, IP Access Group, c'est la commande qui permet d'appliquer l'ACL. D'accord? C'est le mot de configuration d'une interface. Donc, vous avez cette commande numéro in ou out, donc entrant ou sortant. OK? Et si vous êtes par exemple dans la configuration du VTY, comme on avait vu le console 0, si vous voulez configurer l'ACL, filtrer les choses, au lieu d'utiliser IP Access Group, on utilise Access Class. D'accord? On peut aussi filtrer les paquets venant de Telnet pour dire rien que tel réseau qui peut faire les Telnet. Donc pour cela, on crée l'ACL et on vient dans le VTY après avoir fait le login, on fait les Access Class pour insister sur quel réseau va être autorisé à faire du SH2 ou bien du Telnet. Donc ici, par exemple, j'entre dans l'interface face Ethernet 00. Je dis, je vais IP Access Group 101 out. Ça veut dire, pour le trafic sortant de cette interface, je vais appliquer le 101. Et pour le trafic entrant dans cette interface, je vais appliquer l'Access List 1. Le standard, c'est pour le trafic entrant. Et l'étendu, c'est pour le trafic sortant. Mais ici, par exemple, pour le cas des VTY, rappelez-vous des VTY, ça nous permet de configurer les Telnet, l'accès à distance ou les SSH. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer Access Class, pas IP Access Group. Access Class, le numéro de votre ACL, IN, pour dire parce que on vient de l'extérieur pour entrer au routeur ou au commutateur. Donc, je veux appliquer l'ACL. Donc, si vous voulez désactiver l'ACL, c'est No ACL, No Access List, le numéro ou le nom. Automatiquement, ce sera désactivé de votre routeur et switch. Show Access List, c'est pour consulter tout ce qui a été créé au niveau des ACL. Donc, vous pouvez consulter les différents ACL qui ont été créés et les détails de ces ACL. OK? Donc, l'ACL peut être configuré au niveau du routeur comme au niveau du commutateur. Ce n'est pas limité. Donc, maintenant, lorsque j'ai ma configuration, où est-ce que je vais placer mon ACL? D'accord? Donc, vous avez ici l'ACL, l'emplacement des ACL étendu. Quand vous êtes au niveau de la source, vous avez l'ACL étendu. Et quand vous avez au niveau de la destination, l'ACL standard. Revenez ici, ce schéma ici. Donc, où est-ce qu'on a appliqué les in? Les trafics entrants. Et pour les trafics sortants, on a appliqué l'étendu. D'accord? Donc, donc, je peux dire la destination peut bloquer la source. D'accord? Au niveau de mon routeur, j'ai dit je dois bloquer tous les paquets venant de tel réseau. D'accord? Je peux bloquer ça même à ces niveaux-là. Si je ne veux pas surcharger mon routeur de traitement inutile, je peux bloquer à ces niveaux-là ou ici. Mais dans mon réseau, je dis, je laisse passer que le trafic spécifique. Par exemple, nous avons une application ERP pour la gestion de la banque. On a remarqué que dans la liaison VPN, beaucoup de trafic circule inutilement. Si je veux que dans la liaison VPN, que je bloque tous les autres trafics excepté l'ERP, je dois définir mon ERP c'est quoi. L'ERP, c'est une application qui tourne par exemple sur TCP avec le port 8080. D'accord? Donc je vais créer l'ACL étendu pour autoriser le paquet qui sort qui va à l'extérieur via le port 8080 en utilisant TCP et tout le reste je vais le bloquer. Et l'interface qui mène vers le VPN, c'est sur cette interface là que je vais appliquer. Et je vais dire pour tous les trafics entrants, vérifie que ou sortant, vérifie que ça correspond à tel type de trafic pour l'autoriser, sinon d'aller les détruire.
OK? Donc, je pense que nous avons parcouru les grandes lignes pour l'essentiel de ces cours. Et je vais juste rapidement introduire un nouveau chapitre qui est le PAT, les NAT et les DHCP. Pourquoi on va parler du PAT? Pourquoi on parlera du NAT et du DHCP? Tout simplement parce que vous avez un environnement où il est à l'Internet, c'est-à-dire que vous avez le routeur, vous devez aller vers l'extérieur. Et souvent, vous avez deux grandes familles d'adresses. Dans le réseau Internet, ce sont les adresses publiques, donc c'est payant, c'est pour cela que vous payez l'Internet. Et dans le réseau local, ce sont les adresses privées, ce n'est pas payant, c'est pour cela que vous ne payez rien quand vous faites votre propre réseau local. Donc, le problème qui se pose à ces niveaux, c'est comment faire en sorte que mes machines qui sont au niveau local aillent à l'extérieur, c'est-à-dire communiquent avec l'Internet. D'accord? Normalement, pour qu'il y ait une communication soit efficace, il faut qu'à chaque machine adresse IP publique, privée, on associe une adresse publique. C'est coûteux. Quand j'ai 1000 machines, il me faut 1000 adresses publiques. C'est coûteux. On peut faire la première approche qui consiste à dire rien que le serveur peut aller vers l'extérieur ou consulter de l'extérieur. Donc on peut avoir ce qu'on appelle le NAT statique ou un certain nombre de machines seulement qui sont repérables vers l'extérieur. Par exemple, j'ai un réseau local, j'ai un serveur qui contient ma base de données, mon application back-end. Je peux mettre ces serveurs-là à la disposition de l'Internet en lui attribuant une adresse publique. D'accord? Rien que cette machine qui a une adresse publique, les autres machines ont des adresses privées. Et là, je fais ce qu'on appelle les NAT. Donc, je vais attribuer de façon statique une adresse publique à une machine qui a une adresse privée. Mais lorsque maintenant toutes mes machines localement vont aller vers l'extérieur sur Internet, c'est difficile d'acheter pour chaque machine une adresse IP. On va faire maintenant les NAT dynamiques qu'on appellera le PAT, une translation basée sur le numéro de port, où à plusieurs adresses privées internes, on va associer une ou plusieurs adresses publiques et le trafic sera différencié par un numéro. D'accord? Chaque machine connectée avec une adresse d'un routeur pour aller vers l'Internet aura une adresse et un numéro de port spécifique pour identifier le trafic au retour. Et les DHCP, vous les connaissez, le Dynamic Host Protocol. Ces protocoles vont nous aider juste à attribuer des adresses IP de façon dynamique dans un réseau. Donc, au lieu qu'on attribue les machines des adresses IP une à une de façon statique, on va attribuer les adresses de façon dynamique. Ok? Donc, on va rapidement parcourir ces cours. Donc, la forte croissance de l'Internet a fait qu'il y a eu pénurie d'adresses IPv4. C'est pour une raison, à la fin on parlera d'IPv6. Donc cette pénurie a permis à ce qu'on puisse mettre en place des techniques pour éviter l'épuisement des adresses, d'accord? Économiser les adresses. Donc l'une des techniques, c'est la translation des adresses qui va permettre d'associer une adresse à une adresse privée, une adresse publique, d'accord? C'est un processus générique permettant la substitution d'une adresse par une autre et permet ainsi de masquer les adresses privées des réseaux locaux derrière une adresse publique. Donc, le NAT permet d'utiliser des adresses IP privées pour accéder au réseau mondial, c'est-à-dire l'Internet. Généralement, c'est implémenté sur le réseau d'extrémité, donc le routeur des frontières qui va sur Internet. C'est ces routeurs-là qu'on va appliquer les NAT. Les routeurs qui sont à l'intérieur du réseau local, on n'a pas besoin d'impliquer les NAT. Rien que le dernier routeur qui mène vers l'Internet, c'est sur ces routeurs-là qu'on configure les NAT ou les PAT. Et les adresses IP seront associées aux adresses publiques, privées, publiques. Donc voici quelques listes des adresses privées. Donc quand vous avez un réseau local, vous pouvez donner toutes les adresses commençant par 10 quelque chose jusqu'à 10 255. C'est un groupe qu'on appellera les adresses de classe A. D'accord? Le masque c'est /8 255 03 fois. Ou bien dans la classe B, vous avez les 172 16 jusqu'à 172 31 255 255. C'est la classe B. Ou bien les classes C que nous avons l'habitude d'utiliser, les 192 168 00. Donc vous pouvez
jouer entre ces trois plages d'adresses si vous voulez attribuer des adresses privées. Quand vous allez dans les cybercafés ou dans les entreprises, vous remarquerez que les adresses IP en interne, c'est toujours entre les trois groupes. D'accord? En interne, on ne peut pas donner une adresse, par exemple des classes 12 points quelque chose ou 173 ou 194. Non, c'est toujours ces différentes plages parce que ce sont les adresses privées qui sont gratuites. Mais les autres adresses sont payantes. Donc, une machine peut être identifiée par son adresse. Au niveau local, c'est vu comme une adresse interne. D'accord? Les machines qui sont en interne peuvent l'identifier. Mais cette machine-là, si je dois l'identifier au niveau externe pour une machine qui est à l'extérieur, il doit y avoir une valeur, une adresse publique. Parce que de l'extérieur, je ne peux pas voir les machines qui sont à l'intérieur d'un réseau local, à moins qu'une machine à l'intérieur puisse aussi avoir une adresse publique. Donc cette adresse-là, on l'appellera c'est l'adresse globale. Parce que c'est cette adresse qui permet d'identifier la machine à partir de l'extérieur. Donc local, c'est privé. Quand j'ai une adresse globale, c'est public. Donc identifiable à partir de l'extérieur. Donc, lorsque vous avez votre routeur, le réseau local, c'est à l'intérieur de votre réseau sous-réseau. Le global, c'est l'Internet. OK? Donc, on peut jouer sur le mot Inside Local Address, ça veut dire les adresses IP attribuées dans le LAN. Inside Global, ça, le fournisseur d'accès vous a donné une adresse reconnue sur Internet qu'on peut vous identifier. Outside, c'est une machine qui est à l'extérieur de votre réseau et son adresse. Et outside local address, c'est local. Donc, une machine qui est à l'extérieur, c'est outside. La machine peut avoir une adresse publique comme une adresse privée. Si c'est une adresse publique, c'est outside global address. Si c'est une adresse privée, outside local address. Moi, en tant que machine à l'intérieur du réseau local, c'est inside. Ça peut être inside local si je n'ai que du privé. Inside global si en plus j'ai du public. D'accord? Donc ça c'est inside, c'est à l'intérieur de votre réseau. Et à l'extérieur c'est outside. Donc la configuration peut être dynamique ou statique. Les statiques souvent on appelle ça les NAT. Et les dynamiques on appelle le PAT. D'accord? Donc NAT, c'est utile pour associer une adresse privée, une adresse publique, pour accéder vers l'extérieur. Utilisé pour des réseaux locaux devant être accessibles de l'Internet. Vous avez par exemple un serveur FTP, vous avez un serveur Internet www, donc vous devez mettre en place une adresse publique. Sinon, allez chez un fournisseur d'accès pour héberger votre site. Si vous voulez héberger localement dans une entreprise, soit vous avez un VPN, c'est des réseaux locaux, pardon. Les machines qui sont dans le VPN vont se voir les unes des autres. En dehors du VPN, ils ne pourront pas se voir. D'accord? Donc, je peux avoir mon adresse publique à l'extérieur qui est à la frontière ici au niveau du routeur. Donc, lorsqu'une adresse privée arrive, la machine prend l'adresse privée, crée une table d'entrée et associe une adresse publique qui sera envoyée à l'extérieur. Donc, les NAT statiques, le seul problème est que autant de machines que vous avez en interne, vous devez associer des adresses publiques. Donc, maintenant, pour résoudre ça, on fait les NAT dynamiques où on peut donner une plage d'adresses publiques que les machines en interne vont exploiter pour envoyer de l'information vers l'extérieur. Donc, on va surcharger cette interface pour que l'interface soit utilisée par plusieurs machines. Donc, je n'ai pas obligé d'avoir plusieurs adresses publiques avec le PAT. Une seule adresse suffit. D'accord? Donc, le numéro qui viendra par la suite, c'est le numéro de port qui permettra de faire la différence. Donc, aller dans le détail des secours. Je vais juste aller directement dans la configuration. Lorsqu'on configure les NAT, la commande c'est ipnat inside, source statique, c'est ma valeur locale, l'adresse locale et l'adresse globale. Donc on fait le mappage, le mapping statique. Donc je prends l'adresse publique et l'adresse privée publique par la commande. Donc une fois c'est fait, je dois sur mon routeur insister que c'est ipnat inside pour dire que j'ai autorisé le NAT sur cette interface d'entrée, et l'interface de sortie, je dois aussi insister ipnat outside vers le WAN.
Donc, si j'utilise le NAT dynamique, je vais d'abord créer un pool pour dire combien d'adresses IP j'ai, de quelle adresse à quelle adresse. Et après, je vais appliquer l'ACL pour dire quelles sont les machines qui sont autorisées à faire le NAT. Une fois que j'ai l'ACL, je peux maintenant appliquer NAT inside source list. Le numéro, c'est le numéro de mon ACL. Et le pool, c'est le nom du pool que j'avais créé ici. D'accord. Si on a plusieurs adresses, on crée d'abord un pool pour dire combien d'adresses seront utilisées. L'ACL pour dire quelles sont les machines qui vont utiliser cette adresse. Et le IPNAT inside source list, on précise. Donc ici, quand on avait seulement une machine, IPNAT source statique. Voilà, le mot qui change, c'est statique. À la place de statique, maintenant on a liste. D'accord. La différence entre liste et statique. Statique, c'est une seule adresse. Et liste, on a plusieurs adresses publiques. Et on met cette liste à la disposition des machines internes. Donc, on peut faire le dernier cas qui est le overloading, qui est le path. Donc, je fais IPNAT source list, toujours comme j'ai fait, j'applique mon ACL, sauf qu'à la fin, j'insiste avec le mot-clé overload. D'accord? J'insiste avec le mot-clé overload. Si j'ai une seule adresse IP physique, mais si j'ai plusieurs adresses IP, je crée le pool, je crée l'ACL. Quand je vais appliquer la même chose que j'ai fait pour les NAT, mais sauf qu'à la fin, je mets overload. Le mot overload, c'est pour insister que c'est le path. Donc, plusieurs machines peuvent utiliser la même adresse, mais ils vont donner en plus de l'adresse les numéros de port. Donc, on peut vérifier que le NAT a été bien configuré avec la commande show IPNAT translation ou show IPNAT static. Et enfin, vous pouvez effacer avec la commande clear IPNAT translation et vous pouvez utiliser debug IPNAT. D'accord? Donc ça, c'est pour vous donner les détails sur comment les adresses ont été réservées. Donc le prochain chapitre, c'est l'IPv6. Je réserve ça pour une autre vidéo. Donc je pense que nous avons parcouru les grandes lignes sur le NAT, le PAT. Donc, ce sont des notions très importantes à connaître. En plus de l'ACL, essayez aussi d'apprendre le NAT, le PAT, et ça va vous aider à bien maîtriser le réseau. Donc je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.